Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent plus. Vous savez, la compagnie Congo Airways que Matata Ponyo a laissé en bonne et due forme avec plusieurs avions ne fonctionne plus. Les avions sont partis. C'est la faute de Matata Ponyo aussi. Mais tant que vous y êtes, collez lui aussi le procès Congo Airways. N'est-ce pas? Le Transco a de moins en moins de bus. Vous en prenez quelques-uns pour peindre en une autre société. Mais Transacadémia, dont les chauffeurs, les conducteurs sont en grève. Tant que ça ne fonctionne pas, collez ça à Matata Ponyo tant que vous y êtes. Tout ce qui ne va pas, allez-y, collez ça à Matata Ponyo parce que de toutes les façons, pour ce gouvernement, c'est soit c'est Kagame, soit c'est Matata Ponyo, soit c'est l'Ukraine, soit c'est tout et tout le monde sauf eux-mêmes. Ils ne sont responsables de rien. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de mon Moseka vous rend inoubliable. ndeko na ngai kobwaka mbongo te soki basengi yo mbongo na WhatsApp na Facebook to pe na ba SMS na kombo ya mama Olive Lembe Kabila eza lokuta wana eza ba œuvre ya ba escroc ata ozui appel na téléphone que il faut otinda mbongo pona ONG Initiative Plus azali ko engager bato to pona mama Olive Lembe asunga yo kondima te wana ezali escroquerie tozala prudent kobwaka mbongo te keba na miyibi na ba escroc. Non à la de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur notre chaîne, nous espérons que vous passerez un excellent moment de télé. Une question taraude les esprits des observateurs avertis en ce moment. Augustin Matata Ponyo reviendra-t-il au pays pour affronter la justice? Son procès est en cours, il va se poursuivre malheureusement sans lui, et la Cour constitutionnelle est bien décidée d'aller jusqu'au bout. Le candidat LGD s'est-il mis à l'abri? S'est-il exilé, tout comme Corneille Nangaa, qui était hier sur les antennes de France 24? Aura-t-on un candidat témoin? Et d'ailleurs, en parlant des candidats présidents, une rumeur annonce qu'un groupe WhatsApp a été créé dans lequel se trouveraient les principaux ténors qui auraient un objectif ou une vision commune de se désigner finalement un candidat commun. Il y a tellement de choses sur lesquelles on reviendra au cours de l'émission. Nous vous souhaitons à tous et à chacun bonne arrivée. Et nous avons, pour la première fois sur notre plateau, la chance d'avoir M. Jess Kassa Charles Lebon, il est cadre du parti politique LGD. Bienvenue sur notre plateau. Merci, merci M. KMB. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous êtes cadre LGD, vous êtes sociologue. On parlera de tout ça, mais vous êtes d'abord et avant tout né Congo. Oui. Je suis né Congo. Le né Congo, tout comme le Congo, nous sommes en deuil. Nous avons perdu une icône, le député Zachary Badingela, Nemanantsemi, comme nous l'aimions bien l'appeler, qui nous a quittés hier. Un mot pour lui. Je suis dans le regret, comme tous les nés Congo, comme tous les Congolais, de constater la disparition du grand esprit de Nemanantsemi. Il nous laisse que par son corps, mais nous savons que son esprit restera encore avec nous bien longtemps. C'était un grand Congolais patriote qui aimait son pays. Il a servi son pays de plusieurs manières. Il a servi ses ancêtres. D'ailleurs, ses ancêtres, il va continuer à les servir et il en devient un lui-même. Et nous croyons que son patriotisme va continuer à guider tous les Congolais. L'avez-vous rencontré vous-même? Je ne l'ai pas rencontré personnellement. Je l'ai eu au téléphone une fois. Et il m'avait parlé, téléphone? Oui, il m'avait parlé de mes ancêtres, de notre lignée
familiale. Je ne sais pas comment il la connaissait et je pensais le rencontrer cette fois-ci. Ben, on m'a dit qu'il était malade à un moment, il avait souffert, il était victime d'un AVC, il n'était plus en très bonne santé pour nous recevoir, bien malheureusement. Un grand esprit, un rassembleur, beaucoup disent qu'il jouait plutôt à la division. Bien, il faudra comprendre en fait l'esprit de quelqu'un qui ne vit pas avec vous tout le temps. C'est quelqu'un qui était dans les esprits et quand il disait des choses, c'était des choses bien poussées dans les temps. Il parlait du futur au présent, les gens ne comprenaient pas. Il n'a jamais été un divisionniste. Il a plutôt été un Congolais. Il voulait faire comprendre aux Congolais qui est un Congolais. Vous comprenez? À un moment donné, il ne faisait pas l'unanimité, mais dans le Congo central aujourd'hui, qui pourrait prendre sa place? Ben écoutez, dans le Congo central, il y a plusieurs esprits. En parlant de leadership politique, nous sommes là. Nous avons toujours été là. Nous avons la vocation politique, nous avons l'ADN politique, nous avons l'ADN de défense de notre nation. Il ne faut pas oublier que a toujours été les Né-Congo qui ont donné l'indépendance à ce pays, qui se sont battus, qui continuent à se battre bec et ongle pour garder l'unité de la République démocratique du Congo. Donc nous sommes là et nous continuons ce combat-là, de l'unité et du patriotisme. Merci bien. Au nom de l'émission, nous adressons nos condoléances les plus émues à l'ensemble de la communauté des Congo, à la République, à la famille biologique d'un Kaka qui nous a quittés, un grand esprit. On aimait bien suivre, les suivre, on aimait bien lire les quelques notes que sont parties, le Bundu d'Amaya la sortait. On aimait bien ça, mais bon. Il va nous manquer pour toujours. Un grand député, vous avez vu, il a défendu le pays avec beaucoup de zèle et beaucoup de responsabilités. Évidemment, les archives qui reviennent. Voilà, merci bien. Jessica Charles Lebon. On va parler du LGD, votre parti politique d'abord. Comment se porte-t-il? Le parti est en forme. Le parti se porte très bien. Nous avons placé des candidats sur toute l'étendue du territoire congolais. Et nous continuons à travailler. Le secrétaire général Franklin Chamala revient d'une tournée dans la Chopo et ses environs. Et nous avons été en tournée un peu partout ailleurs. Nous allons encore en tournée dans le Grand Congo central. Le parti est en bonne forme. On sent qu'en dehors de Kindu, le parti n'existe pas trop. C'est faux. Ailleurs. Ouais, mais attendez, mais enfin, ça, l'impression que ça donne? Ah ben non, ça c'est pas vrai. Vous êtes journaliste, vous savez, nous avons plusieurs activités. Vous savez, le parti est installé aujourd'hui, je vous sais très Kaimba, que vous ne savez pas où c'est ça. Vous ne savez pas où se trouve Madouda dans le Grand Madouda dans le Congo central. Le Mayombe, oui. Le parti est à Tchela avec des bureaux qui enregistrent tout le temps des nouvelles adhésions. Parce que là-bas, pour eux, Matata, c'est le symbole d'une stabilité incontestable. Le parti se porte très bien partout à l'intérieur. Vous irez à Goma, à Bukavu, le parti est partout. On dit un parti élitiste. À Kisangani, un peu partout. Ben nous, ça ne nous gêne pas que nous disent que voilà, le parti, le LGD, c'est le parti que des intellectuels et tout. Écoutez, le LGD, c'est le parti de tous. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'intellectuels, mais voilà, c'est le parti de tout le monde. Aujourd'hui, l'affaire Matata, après plusieurs reports, après tous les moments qu'on connaît à la fois à la Cour de cassation et à la Cour constitutionnelle, l'affaire est en train d'être examinée en l'absence du principal intéressé. Ses avocats ont prétendu qu'il serait malade. De l'avis de certains observateurs, il est plutôt en fuite. Il a peur d'affronter la justice. Non. Écoutez, avec un peu de sérieux, cette façon de parler ne devrait même pas se dire de cette manière-là. On ne peut pas dire de quelqu'un qui soit rentré au pays contre l'avis de tout le monde pour venir affronter cette justice-là et dire de lui qu'il aurait fouillé maintenant. Pas du tout. C'est une prétention seulement quand on ne présente pas les documents légaux, les documents certifiés qui démontrent d'une incapacité de santé d'un prévenu à comparaître. Et cela devait être, je ne suis pas juriste, mais je sais qu'un juge, avant de juger, avant d'amener un dossier en délibération, quoique, doit s'assurer que les prévenus
soit en bonne santé mentale, en bonne santé physique et aussi bien représenté par ses avocats pour qu'ils comprennent ce dont pourquoi il est poursuivi. Matata Donc, n'est quand un pas en bonne juge- santé. Non, Allez-y. non, quand un juge se précipite à juger quelqu'un dont on lui dit ne pas être en bonne santé, écoutez, on comprend qu'il y a une saga judiciaire qui s'est préparée depuis quelques années, n'a pour but que éliminer quelqu'un ou punir quelqu'un pour avoir refusé d'adhérer à la sacrée désunion. Ça, on connaît. Matata Mais voilà. l'avait évoqué lui-même. Mais ce n'est pas un subterfuge, M. Jess, pour s'extirper un peu, pour ne pas être jugé, surtout quand on sait qu'il est probable qu'il soit condamné. Quand on est jugé, il est probable qu'on soit condamné, il est probable qu'on soit relaxé. Pourquoi faudra-t-il se pencher sur un côté que de l'autre si ce n'est pas une volonté politicienne à punir quelqu'un qui vous a dit non? Vous savez, il faut le savoir, quand vous avez un pouvoir qui n'a pas beaucoup d'arguments, qui n'a pas de bilan réel à présenter, il faut s'attaquer sur autre chose. Et vous le savez, vous êtes journaliste, que depuis que Matata Ponyo n'est plus Premier ministre, le Congo n'a pas été gouverné. Vous savez qu'après Matata Ponyo, il y a eu des accords pour remplacer un Premier ministre qui est sorti des accords afin de préparer la sortie du président Kabila. Et ce Premier ministre-là ne s'est occupé que des tractations politiciennes. Et très vite, il a été remplacé par un autre, avec un autre accord. Et celui-là, c'est tracté à organiser les élections pour amener le pouvoir de 2018. Et depuis 2018, il y a eu des tractations entre le FCC et le CACH. Et depuis, je ne sais pas, 2020, d'autres tractations qui ont créé la sacrée désunion. Et jusqu'aujourd'hui, le pays n'a pas été réellement gouverné. Nous avons Samalou Kondé qui a ramené le budget de FADESUD à 16 milliards. Excusez-moi, mais j'ai fait des enquêtes comme sociologue. Vous voyez, nous avons aujourd'hui un gouvernement, je crois peut-être le plus faible que le Congo n'ait jamais connu. Vous savez, et le monsieur que vous venez de citer, je crois qu'il est le Premier ministre, mais vraiment, je suis désolé. Avant lui, il y avait un vieux, et que tous les médias ont presque ramassé à cause de son âge. On disait de lui amorphe, on disait de lui fatigué. Mais écoutez, c'est lui qui a remplacé monsieur Ilunkamba, n'est pas plus jeune que lui. Je suis désolé de le dire. Vous savez, il y a des jeunes qui n'ont des jeunes que leur année de naissance. Et je pense que ce soit le cas de M. Lukonde. Ce n'est pas un bon Premier ministre, c'est un Premier ministre inexistant. Un Premier ministre qui ne peut pas démontrer avoir commencé à cheminer avec un projet et l'avoir présenté au peuple congolais. Il a stabilisé la monnaie. Stabiliser la monnaie, vous faites une blague, M. Kayembe. Nous n'avons jamais eu de stabilité de monnaie depuis que Matata Ponyo n'est plus Premier ministre. Il n'existe plus de stabilité monétaire en RDC. Vous le savez. Ça, ce sont des faits, en fait. Ce ne sont pas des choses que je parle ici en tant que partisan. Non, je parle ici objectivement. Vous voyez, regardez les statistiques de la RDC. Depuis que Matata Ponyo n'est plus Premier ministre, il n'y a plus eu suffisamment de sérieux et de responsabilité ou de leadership conséquent pour stabiliser notre monnaie. Et ça dégringole, ça monte, ça descend. Vous faites passer Matata pour un homme, disons, providentiel. Écoutez, je dirais plutôt un homme sérieux, avec un leadership conséquent, un leadership viré vers le développement. Le leadership ne monte pas. La stabilisation monétaire, ce n'est pas un hasard, c'est du travail. Vous savez, ce n'est pas monsieur le président de la République, le 4e président de la République, monsieur Joseph Kabila, qui a demandé à Matata Ponyo de créer la Troïka. Vous savez, ça c'est la responsabilité, le leadership de quelqu'un qui connaît quels sont ses pouvoirs et qui impose un travail de l'économie, des finances et qui gère et qui gouverne. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. La primature aujourd'hui, elle est amorphe. Tout se passe à la présidence. Les conseillers du président sont beaucoup plus puissants que certains ministres. Vous savez, dans ce gouvernement, il y a quelques ministres qui ont un semblant de gestion de leur ministère. Peut-être que je n'en citerai pas, mais le Premier ministre n'emmène pas l'action du gouvernement avec cohérence et cohésion. Et ça, c'est probant, c'est patent,
C'est un monsieur qui a fait perdre le temps au pays et au président. Et d'ailleurs, je dis, parce que le président lui-même l'a dit quelquefois, le président n'a pas confiance au gouvernement. Voilà pourquoi ce sont des agences rattachées à la présidence qui conçoivent des projets, qui les mettent en jeu. Vous voyez, les Tilé-Gelou, ce sont des projets de présidence, de la présidence, les 100 jours, tous les projets importants de ce mandat ont été gérés à la présidence de la République. Or, la présidence de la République n'a pas constitutionnellement les charges de gérer le pays au quotidien. Vous savez, il n'y a pas une autre agence plus puissante au pays que le gouvernement de la République pour gérer les projets de développement du pays. Et comme nous avons un gouvernement faible, dont le président de la République n'a pas du tout confiance, voilà pourquoi il n'y a aucun résultat sur la place publique. Le bilan de la gouvernance, on va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, je vous parle objectivement de ce qui est sur le terrain. Matata lui-même, qui est peint ici comme étant un homme providentiel, qui a les capacités de tout faire, mais avec une chemise blanche désormais tachée d'huile, l'affaire Boukangalonze va lui coller à vie, à moins qu'il accepte de venir comparaître et de fournir sa version des faits. Accepter de venir comparaître n'est plus un problème pour nous, parce que c'est ce que monsieur... Parce qu'on va qu'il essaie de se soustraire, multiplier des subterfuges. Non, je suis à Kindu, la population ne veut pas que je me présente, et finalement, sous pression, il arrive, il le répare. Non, je suis malade, il demande 60 jours. Et pourtant, d'ici là, c'est la campagne électorale. Et tout ça, il veut que tout soit fait selon son rythme à lui. Ah non, pas du tout. Ah, pas du tout. Je vous ai dit ici que c'est de la responsabilité du juge de s'assurer que les prévenus soient en bonne santé mentale et physique pour pouvoir tenir au moment du procès, au moment des délibérations, n'est-ce pas? Et tout ce que vous dites, c'est un homme politique. Un homme qui s'est engagé, qui a un parti politique parmi les plus forts du pays, parmi les 5 premiers d'ailleurs, et ça c'est la CENI qui le dit, c'est un homme politique, tout ce qu'il fait, mais le procès il est politique, nous le savons. Nous savons qu'il y a eu un changement des juges constitutionnels, et je pense que ceux qui ont remplacé les autres avaient peut-être pour mission ce procès-là de Matata. Cette chemise blanche qu'on veut tacher, qui n'est pas tachée, parce que moi j'ai fait mes enquêtes personnelles avant de rejoindre un parti politique. J'ai parlé avec le monsieur, je n'ai pas trouvé objectivement des indications pour le tacher, comme vous dites. C'est une volonté politique parce qu'on ne sait pas comment empêcher quelqu'un qui a un bilan comme le sien, comment l'empêcher à reprendre ou à demander la confiance du peuple. Alors il faut le tacher à quelque chose. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait depuis le début de cette histoire, de cette saga, tous les actes, tous les faits ont été dans la direction vers chercher une justice équitable. Une justice pour laver son nom. Mais du côté de la justice, tous les actes et tous les faits ont été menés pour le tacher, le salir et l'embourber. Et là, il fait quoi? Il s'en soustrait? Pas du tout. Nous allons continuer à suivre ces théâtres jusqu'à la fin. Mais comme je l'ai dit récemment, nous n'allons pas non plus donner nos mains pour qu'on les coupe volontairement. Entre-temps, lui-même, est-il en fuite, Augustin Matata? Ce n'est pas un homme comme ça. Il ne peut pas fuir. Comment? Nous avons beaucoup d'enjeux devant nous. Nous devons on sent qu'il a trop peur de la prison. Oh non, mais pas du tout. C'est un homme engagé, un homme sérieux. Si c'est la prison que le pouvoir veut lui imposer, alors attendez. Nous serons devant nos responsabilités. Et nous sommes derrière lui pour lui dire, écoutez, nous sommes responsables. Il vit ça parce qu'il est Matata Pognon, parce qu'il a choisi d'être au service de la nation. Mais s'il n'est pas en fuite, ne rentrerait-il pas au pays? Il va rentrer au pays, il a une élection, une campagne électorale à préparer, il doit se reformer, il doit recouvrer sa santé de fer avant d'affronter et la justice et la campagne électorale. Et je vous dis qu'avec nos prières et le travail que les médecins ont fait, il se rétablit très vite et très vite il sera avec nous. Et vous pensez que la justice devra attendre et fonctionner selon son rythme? Une justice responsable, je vous dis, une justice responsable ne s'empresse jamais. Une justice responsable s'inquiète plutôt de la disponibilité de la santé morale et mentale et physique, et surtout de la représentation de leurs avocats avant de juger quoi que ce soit.
Donc, elle ne peut pas se précipiter pour dire que nous sommes la Cour constitutionnelle, on n'a pas le temps, on va juger même en dépit des éléments médicaux qui vous sont présentés. Et ça traduit la volonté de quelqu'un qui peut être motivé politiquement. Vous réaffirmez ici, Jess Kassa Charles Lebon, que Matata Ponyo n'est pas en fuite, qu'il ne s'est pas exilé. Pas du tout. Il sera incessamment de retour au pays et la saga va continuer et nous sommes prêts à affronter les élections. Cette affaire risque de les bousculer, de déstabiliser un peu, surtout quand on sait que la campagne électorale approche. Mais les gens comprennent. Vous savez, en face, il y a un pouvoir qui ne peut pas présenter un bilan, puisqu'il n'y en a pas. Vous savez, alors il faudra quand même essayer d'éliminer les autres candidats d'une autre manière. On les comprend. Et le peuple comprend ça aussi. Tout le monde n'est pas dupe. On comprend que vous voulez faire un procès à un tel pour telle raison, mais les raisons principales sont celles de dissimuler les échecs à répétition du gouvernement en place. Raison principale, selon vous, écarter un challenger, un candidat gênant. Matata est-il si gênant pour le président? A-t-il un ancrage qui puisse faire trembler le pouvoir? C'est quoi l'ancrage? L'ancrage, c'est le programme que vous présentez. Et celui qu'a présenté Matata Ponyo, c'est les meilleurs jusque-là. Il n'y en a pas d'autres. Et il le présente très tôt pour vous montrer la responsabilité et l'engagement. Le fait d'être si près, si tôt. Un programme limpide de renouer avec notre destin de grandeur. Il est là, il est disponible. On nous empêche d'en parler, on nous empêche de le présenter parce qu'il est le meilleur programme qui existe aujourd'hui de tous les candidats. Mais voilà, on nous impose une rhétorique, on nous impose un sujet et c'est celui de Boukangalonzo. Ça nous fait un peu rire, mais nous acceptons le jeu et nous le jouons. Lui-même ne s'est pas porté candidat simplement pour échapper aux poursuites judiciaires dans cette affaire. Est-ce que vous savez que Matata Ponyo était possiblement aurait été le candidat du FCC en 2018? Vous le savez. Donc depuis 2018, Matata Ponyo est candidat à l'élection présidentielle. C'est par discipline, ayant appartenu à un groupe avec Joseph Kabila et les autres au FCC, comme le FCC avait désigné une autre personne comme dauphin du président Joseph Kabila, alors par responsabilité et par discipline, à ce moment-là, il ne s'est pas présenté, mais il était candidat depuis. Ce n'est pas un secret pour vous, M. Kayembe. En parlant de l'ancrage, beaucoup, ces détracteurs disent qu'il ne pèse pas, qu'il n'a pas de poids. On ne peut pas dire ça de Matata Ponyo. Sinon, il n'y aurait pas ce procès. Vous savez, partout où vous allez à l'intérieur du pays, quand vous trouvez un petit semblant de ce que le gouvernement central aurait fait à un certain moment, des écoles, de ceci, de cela, on vous dira que ceci a été construit quand Matata Ponyo était Premier ministre. C'est-à-dire que je vous ai dit, et je vous le répète objectivement, que le Congo a cessé d'être gouverné depuis que Matata Ponyo n'est plus Premier ministre. Faites vos enquêtes. Faites vos enquêtes. Faites vos enquêtes. Je parle d'une enquête objective. Faites vos enquêtes. Après la primature de Matata Ponyo, dans un mandat régulier, il n'y a eu que des tractations politiques et ça continue jusqu'à aujourd'hui, malheureusement. Que répondez-vous à ceux qui disent qu'on a sémé dans les Kwilu pour finalement récolter une université dans le Kindu, au Maniema? C'est pas vrai. C'est simplement pas vrai. Il ne faudra pas diluer l'importance de cette université qui avait commencé à être construite petit à petit depuis bien longtemps. En parlant de Boukangalonzo a fonctionné, vous le savez. Moi, j'en ai mangé du maïs et tout. Hein? Ils ont détruit Boukangalonzo parce qu'ils n'ont pas pu garder le cap. Ça, ce n'est pas de la faute de Matata Ponyo. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent plus. Vous savez, la compagnie Congo Airways que Matata Ponyo a laissé en bonne et due forme avec plusieurs avions ne fonctionne plus. Les avions sont partis. C'est la faute de Matata Ponyo aussi. Mais tant que vous y êtes, collez lui aussi le procès Congo Airways. N'est-ce pas? Le Transco a de moins en moins de bus. Vous en prenez quelques-uns pour peindre en une autre société. Transacademia, dont les chauffeurs, les conducteurs sont en grève. Tant que ça ne fonctionne pas, collez ça à Matata Ponyo tant que vous y êtes. Tout ce qui ne va pas, allez-y, collez ça à Matata Ponyo parce que de toutes les façons, pour ce gouvernement, soit c'est Kagame, soit c'est Matata Ponyo, soit c'est l'Ukraine, soit c'est tout et tout le monde sauf eux-mêmes. Ils ne sont responsables de rien et voilà. Il n'en demeure pas moins
que des fonds publics ont été décaissés pour ce projet Boukangalonzo Dios Casse Charles Le Bon et que la traçabilité pose problème. Le ministre des Finances de l'époque, Kitebi, à lui, était de ce qui se rapporte, était acquitté dans cette affaire et il est candidat pour le compte de l'UNC. C'est-à-dire tous ceux qui sont de pas la... tellement acquittés, mais bon, Mais oui, bien sûr. ou les charges abandonnées. Ben oui, il suffit d'être de la sacrée des unions, vous êtes blanchi de tout. Si vous ne faites pas partie de cette désunion, alors vous êtes le diable incarné. C'est bien dommage. Donc vous le dites si bien vous-même que voilà, c'est une affaire totalement politicienne et il faudra arrêter de se comporter de cette manière. Mais il va falloir qu'un jour qu'on sache quand même où sont passés ces fonds publics. Vous savez, ces fonds publics, mais vous vous en parlez comme si vous n'avez pas l'information. Vous savez très bien que les fonds étaient destinés à une société qui devait conduire le projet. Et quand cette société-là, qui est d'ailleurs représentée au procès, qui accepte d'avoir reçu les fonds et tous les fonds, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec Matata Ponyo? Vous donnez de l'argent à votre femme. Je ne sais pas si vous en avez une, M. KMB. Je suis marié, évidemment. Mais voilà, quand vous lui laissez de l'argent pour acheter des faits dans la maison, les meubles, et qu'elle va dans un magasin, et qu'elle donne cet argent pour les meubles, et qu'on livre une partie des meubles et pas une autre partie, vous lui posez la question, mais est-ce que vous avez payé tout? Vous allez dans le magasin des meubles, on vous dit, madame est venue ici, et elle nous a payé autant d'argent. Est-ce que vous continuez à taper sur votre femme parce que les meubles n'ont pas tous été livrés? Ah ben non. La responsabilité va maintenant à ceux qui devraient livrer les meubles. C'est à la société qu'il faut coller le procès. Exactement. Et non mais puisqu'ils ont accepté d'avoir reçu tous les fonds, ils ont été reçus même dans les médias. Ils ont été reçus dans les médias. Moi, je ne comprends pas cette histoire. Moi, j'ai fait ma propre enquête. Attendons voir les éléments devant la Cour constitutionnelle, puisque le procès est télévisé. Qu'ils nous montrent quels sont les éléments qu'ils ont. Pour vous, Matata est clean? Dans ce dossier, tout à fait. Et sa place n'est pas à la barre, mais plutôt sa place n'est pas à la barre, sur le terrain en train de battre campagne. On l'attend à Tchéla, on l'attend un peu partout au Congo. À qu'il revienne alors. Ben, il incessamment. Incessamment. Bien, Matata n'est pas en fuite. Ça, c'est une très très bonne chose. Nous parlions tout à l'heure du bilan du régime. Vous estimez qu'en face, il n'y a rien de consistant. Félix Tshisekedi n'a pas de bilan qui puisse lui permettre de convaincre les électeurs en sa faveur. Vous savez, un bilan est décortiqué de plusieurs manières. Moi, comme beaucoup des Congolais, avions beaucoup trop d'espoir en la personne du président Tshisekedi, que je connais d'ailleurs personnellement, je connais sa famille, je connais l'UDPS, et il y avait beaucoup trop d'espoir. Quand il a commencé à parler de déboulonnage de système, à ces moments-là, je reconnaissais qui était ce Félix Tshisekedi-là. Malheureusement, il me semble qu'il soit devenu le système, ou qu'il en soit devenu le représentant de ce même système, qu'il prétendait combattre. Qu'il voulait déboulonner, et c'est ça, en fait, le flop et la chute vertigineuse. Vous avez vu un peu cette histoire que vous appelez, je ne sais pas, la sacrée désunion, que moi j'appelle sacrée désunion, parce qu'il y a tout sauf une unité là-bas, il n'y a pas d'union, vous le savez. Et il se présente maintenant comme candidat indépendant, ça dit tout. Et dans ces interviews, vous sentez qu'il regrette d'avoir quitté la coalition FCC Cash, parce qu'il sait que le gouvernement qu'il a accompagné depuis cette scission de FCC Cash n'a été que amorphe. Il a tenté de tout faire seul. Un président de la République ne peut pas, selon notre constitution, gérer convenablement notre pays. Il faut cet appareil de gouvernement. Et vous avez le Premier ministre qui a de la chance d'avoir un président de la République qui est présent et très présent dans les conseils des ministres. Vous savez, et très absent pendant la semaine parce qu'il est dans les voyages. Alors, vous auriez eu un Premier ministre efficace, alors aujourd'hui, l'opposition que nous sommes serions quand même dans des difficultés parce qu'il aurait travaillé, puisqu'ils ont un budget conséquent. Et vous savez où est parti cet argent, n'est-ce pas, dans le budget? Surpassement budgétaire dans les ministères, sans aucun lien avec le développement de la population congolaise. Il n'y a pas que les ministères, la présidence, les institutions de façon globale. Toutes les institutions prennent tout de ce budget-là. Et le peuple n'en prend absolument rien. Or, pendant la gouvernance, la dernière que le Congo ait connue,
donc la gouvernance de Matata Ponyo, il y avait beaucoup peu d'argent, mais beaucoup trop d'investissement dans le peuple. Les avions qu'on a appelés être avions usés, avions de deuxième main, patati patata, mais écoutez, le président Joseph Kabila était même fier de voyager par Congo Airways, n'est-ce pas? Il était fier d'aller récolter le maïs de Bokanga Alonso. Il était fier parce qu'il y avait l'action de la cohésion de l'action du gouvernement. Aujourd'hui, c'est impossible. On ne peut pas parler de la cohésion du gouvernement parce qu'il y a tout là-bas sauf une cohésion. Et ça se voit, ça se fait sentir que le Premier ministre, il est où? Il est où? Même les étudiants de l'université ne savent pas comment s'appelle le Premier ministre congolais parce qu'il est inexistant. Il n'est pas là, ni dans l'action, ni dans rien. Moi, je ne le vois pas et on ne sait pas voir ce qu'il fait. Je ne sais pas si vous... Il a conduit avec dextérité le projet dit des 145 territoires. On dit qu'il y a eu des hôpitaux, des écoles... Et même ça, ce n'est même pas un projet du gouvernement. Ce n'est pas le projet de Sama Lukonde. Quand le gouvernement, la présidence le choisit de faire des commissions, ils mettent le gouvernement comme par, comment dirais-je, comme par faveur. Tous les projets de développement doivent nécessairement être des projets de gouvernement. C'est la seule agence étatique à même d'amener les projets de développement de manière efficace. Quand vous prenez le pouvoir du Premier ministre, ou plutôt le pouvoir du gouvernement, et vous le rattachez à la présidence, alors vous commettez vous commettez une énorme erreur. Voilà pourquoi il n'y a pas de résultat. Et M. Matata Ponyo avait arraché en fait son pouvoir. Parce que, vous savez, même le conseil du président Kabila, même l'entourage du président Kabila n'avait pas de bonnes relations avec M. Matata parce que lui, il comprenait c'était quoi le pouvoir d'un Premier ministre et il l'utilisait avec son leadership fort. Sama, lui, ne comprend pas. Il ne comprend pas parce qu'il ne comprend même pas comment est constituée cette désunion sacrée, cette majorité qui a été créée de la manière la plus abracadabresque que possible. Il ne la contrôle pas, il ne comprend pas qui est ministre, comment, et chacun a ses... je ne sais pas, en Lingala on dit qu'ils zoba. Il y a un petit groupe de députés qui ont leur ministre, un petit groupe de députés qui ont leur ministre, mais dans l'action du gouvernement, incohésion, incohérence et pas de résultats du tout. Je ne parle pas ici comme opposant, mais plutôt comme sociologue, parce que sur le terrain, on ne sait pas voir. Voilà le projet qui a commencé. Mais s'il n'y avait pas de cohésion, on aurait vu le Premier ministre être interpellé bien des fois. On trouve qu'il a la confiance des députés qui le laissent faire son travail. Vous êtes très intelligent, M. KMB. Parce que vous m'amenez à dire exactement ce que je voulais dire depuis le début. Que nous avons ici un Parlement, le Parlement le plus faible que le Congo n'ait connu. Et puisque le gouvernement émane du Parlement, le gouvernement ne peut être encore que plus faible. Parce que ce Parlement-là, c'est une conglomération des personnes, des équipes, des petits groupes qui se partagent en fait le budget de l'État simplement. Aucune interpellation, parce que vous allez interpeller quelqu'un avec qui vous mangez tous les soirs, quelqu'un avec qui vous partagez les dollars du peuple congolais. Il est très faible. Pas de résultats, pas d'interpellation, rien du tout. Si vous n'avez pas pu à relever ne serait-ce que l'AMIBA, si vous n'avez pas pu à ramener, à garder le standing même des petits voyages que nous faisons entre les liens aériens entre Kinshasa et les provinces, si vous n'avez pas pu réduire même de 10% les embouteillages de la ville de Kinshasa qui nous font perdre et le temps et de l'argent, nous ne pouvons pas arriver au rendez-vous à temps. Si vous n'arrivez pas à faire ne serait-ce que ça, si vous n'arrivez pas à récupérer notre Bunagana, chéri, que vous avez reçu des mains du bâton de commandement de Joseph Kabila, si vous n'arrivez pas à bitumer les routes que vous, et pourtant vous avez lancé le programme, le fameux programme de Kinshasa zéro trou, je ne sais pas, sans. Voilà les problèmes dont le procureur pouvait s'en charger, le procureur près la Cour constitutionnelle. Le Premier ministre est encore en fonction. Il a lui-même engagé, et ces choses-là, il a lui-même dit que voilà, dans quelques mois, il n'y aura plus de trous. Ça fait une année passée. On a débloqué de l'argent pour ça. Mais les journalistes du Congo parlent de quoi, bon sang? C'est tout le monde qui parle de Bokanga Alonso. Mais vous avez ici un projet récent. C'est pas possible. Il n'y a pas de bilan. Voilà pourquoi, moi je comprends le président. Voilà pourquoi il doit aller au Lualaba. Il doit aller au Katanga avant de venir présenter sa candidature parce que, voilà, au moins peut-être au Lualaba, il y a un semblant de mouvement. Et tout le monde dit, bon, ça va.
Hein, il va un peu à Lubumbashi, regarde un peu, bon, on dirait ici ça va, il sait qu'à Kinshasa il n'y a rien, et ailleurs il n'y a rien. Même Nous si, avons encore ces problèmes du Grand Bandundu, avec, je ne sais pas, on ne sait même plus comment il s'appelle, c'est Bayaka et les Teke et tout ça, avec cette histoire de Kwamout et tout ça, l'insécurité. Mais tout ça là, vous allez parler de quel bilan? Évidemment, même quand on dit que tout va bien dans le Katanga ou là-bas, ce n'est pas vrai non plus. Ce n'est qu'une petite partie qu'on vous montre à la télé. Ceux qui ont fait le là-bas profond savent voir à quel point la pauvreté est insupportable là-bas. D'ailleurs, bien des projets inaugurés datent d'il y a longtemps. Alors, au nom de tout ça, la population congolaise va sanctionner le président candidat. Oui, et la seule façon de faire pour le pouvoir en place, c'est d'imposer des procès, d'imposer des menaces. Nous, on n'a pas peur. D'imposer des arrestations arbitraires, des arrestations, c'est-à-dire la violence monte parce qu'on sent une réelle possibilité de perdre ces élections. Voilà pourquoi il y a toutes ces tractations. Alors il faut salir et pisser sur tous les autres candidats pour espérer avoir suffisamment de voix pour passer. Mais le peuple congolais n'est pas dupe. Vous avez vous-même confiance en ce processus électoral? J'ai plutôt confiance au peuple congolais. J'ai fortement confiance au peuple congolais. Je sais qu'il devient de plus en plus jaloux de sa démocratie et il ne se laissera pas faire du tout. Ça, j'ai toute ma confiance, ça je vous le dis, sincèrement. Et Denis Kadima, la commission électorale? Vous savez, il a un grand défi à relever. Il a un sérieux défi à relever. Je ne vais pas jeter sur lui de l'opprobre gratuitement, mais jusque-là, il n'a pas adhéré à ouvrir un processus transparent. Vous savez, l'opposition a demandé plusieurs fois la clarté sur le fichier électoral, la clarté sur le processus. Il y a eu quelques reports sur la publication des noms des candidats. Nous ne savons pas très bien comment ils font, par exemple, à l'intérieur. Comment ils font pour regarder, puisqu'il y a des écoles qui n'ont pas d'étole, mais ce sont des écoles qui ont été choisies, sélectionnées pour être des centres de vote et de bureaux de vote. Comment on fera quand il va pleuvoir? Est-ce qu'il y a suffisamment de cadres formés pour aider à voter, pour aider les électeurs à voter? Qu'est-ce qu'il fait jusque-là? Ben voilà, on ne sait pas. Et on ne sait pas. Voilà pourquoi on n'a pas suffisamment confiance au processus, mais nous avons suffisamment confiance au peuple congolais et nous espérons que la CENI aura tous les moyens possibles pour faire les choses bien et pour les faire à temps. Est-ce que ça commence bien le fait qu'on ait décidé de ne pas afficher physiquement les listes électorales devant les centres de vote? Vous savez, ils ont une ambition. Je pense, en écoutant M. Kadima, avoir une certaine ambition. Mais je pense aussi peut-être qu'il n'a pas les moyens de ces ambitions-là. Et peut-être que lui, il pourrait peut-être prétendre à une élection transparente, mais est-ce que ça sera de la même... c'est pas ce que ceux qui l'ont mis là veulent. Ça aussi. Il peut avoir des bonnes intentions, mais à un certain moment, peut-être qu'on lui tape dessus pour dire ben non, pas ça, pas ça. Ça aurait été une bonne chose, d'afficher le nom des électeurs par bureau de vote. Ne pas le faire est une violation de la loi électorale. Exactement, ne pas le faire est très, très dangereux. Et nous l'avons à l'œil. C'est un mauvais départ. C'est un très mauvais cheminement. Mais ce n'est pas encore tard pour mieux faire. Ils ne peuvent pas imposer aux Congolais d'aller voir cette fiche-là par Internet pour dire qu'on va les arracher, l'insécurité. Écoutez, le ministère de l'Intérieur a le devoir de sécuriser les sites. Ça a toujours été fait. Eh bien voilà, ça doit être fait. Si ça ne se fait pas, M. Kadima, il nous aura devant lui. Il ne pense pas qu'il est déjà arrivé, il est président de la CENI, il peut faire ce qu'il veut. Non, il faut respecter les règles de l'art. La CENI a l'obligation de publier ces listes-là des électeurs par leur centre de vote. Vous l'avez suivi sur TV5 Monde? Il n'était pas très convaincant, malheureusement. Je ne sais pas s'il avait peut-être la frousse des lumières. Je l'ai trouvé quand même beaucoup moins convaincant que d'habitude. Et pour une fois, on a su que
Ces élections vont nous coûter 1,1 milliard de dollars, disons 1 milliard 100 millions de dollars, mais avoir évidemment les cartes d'électeurs qu'on nous a données, il y a à se poser des questions si l'argent est utilisé utilement, mais il ne nous dit pas combien il a déjà reçu, combien il aurait à verser. Mais ça ne devait pas être un secret. Vous êtes journaliste, M. Kayembe. Ça ne devait pas être un secret. Allez consulter, c'est que le ministère des Finances a déjà débloqué. Et c'est qu'eux, ils ont déjà reçu. Ça ne devait pas être un secret. Il n'a pas souhaité en parler. Mais non, mais il ne faut pas faire un mystère inutile. Parce que, malheureusement, ce qui sort des caisses de l'État ne sont pas toujours ce qui arrive là où c'est destiné. Malheureusement. Et c'est une pratique que nous devons absolument arrêter. Quand Nanga dit qu'il est convaincu qu'il n'y aura pas d'élection, vous êtes tenté de croire en ce qu'il dit? Vous savez, il ne faudra pas entrer dans un combat qui n'est pas le nôtre. Je pense qu'il y a eu des deals avec les Nanga, les gens de 2018, ils se sont partagés des choses. Aujourd'hui, certains autres arrachent ce que les autres avaient eu. Ben, écoutez, nous ne sommes pas partie prenante, nous n'avons rien reçu d'eux. Nous ne voulons pas entrer dans ce combat-là. Ils savent c'est ce qu'ils se sont partagés. Ils se disputent leur butin de guerre hein, sur les têtes des Congolais. Mais voilà, mais attendez, quand vous prenez ce qui n'est pas à vous, ne pensez pas dormir tranquille. C'est ce qui se sont partagés en 2018. Ça appartient aux Congolais. Ça appartient aux Congolais. Ils vont se battre, ils vont s'entretuer. Ça, c'est leur affaire. Mais pour ce qui est des élections, M. Nanga n'est plus président de la CENI. Moi, je continue à croire qu'il y aura élection. Sinon, le peuple congolais devra se prendre élection, en charge. On est à presque 2 mois. Exactement d'ailleurs. Oui. L'organisation vous inspire confiance. Le problème des kits qui ne sont pas encore acheminés. Les listes définitives qui vont être publiées pour la présidentielle la veille de la campagne électorale et tout ça. Donc on y est, puisque tout se prépare, s'organise à la présidence de la République. On aurait dû peut-être laisser à la présidence de la République d'organiser ces élections-là, comme ils ont organisé la francophonie, parce que c'est la seule organisation dont ils se vantent. L'organisation n'est pas au point. Ils auraient pu faire beaucoup mieux. Mais comme ils s'entêtent à aller jusqu'au bout, nous sommes prêts pour les élections. Et si M. Kadima et sa CENI organisaient des élections chaotiques, écoutez, il va nous remettre plusieurs années en arrière et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Vous savez, il y a une certaine opposition qui veut le chaos à tout moment. Moi, je suis un Congolais et j'aime le Congo. C'est ce que je veux, c'est la stabilité, que les choses continuent à avancer vers la bonne direction. Alors, c'est pour ça que je ne veux pas jeter tout de suite du discrédit à tout prix. Non, je souhaite que la CENI ait tous les moyens et que la CENI ait les moyens de ses ambitions et qu'elle aille jusqu'à la fin à organiser de bonnes élections. Nous n'y croyons pas encore à cause des éléments que nous avons vus jusque-là, mais nous souhaitons que tout se passe bien et que le Congo gagne. Pourtant, on dit que vous, l'opposition, vous surfez sur un possible report des élections parce que vous ne vous sentez pas prêt à affronter les urnes. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous n'avons pas à défendre un bilan. Nous sommes prêts. Nous savons qu'en face, il n'y a rien. Et je pense, je l'ai dit... Vous attendez une transition, un dialogue, pas du tout. Question de se référer un tout petit peu, une santé économique. Non, je pense plutôt que ça sera plutôt à l'avantage du pouvoir d'obtenir ce dialogue et ce prolongement-là, ou cette prolongation-là. Et elle sera très mal vue parce que ça va beaucoup amoindrir déjà le pouvoir du président Tshisekedi qui à répétition est contesté. Depuis les 5 ans, on conteste. Nous ne sommes pas dans cette contestation-là. Nous acceptons que le président de la République, M. Tshisekedi, est président depuis 2018. Il est président jusqu'en 2023. Nous n'avons pas à nous quereller à parler des élections de 2018. Nous voulons qu'il s'organise les élections de 2023. Cette guerre-là, nous ne la ferons pas. Vous comprenez ? Et si il faut qu'il y ait dialogue et qu'il y ait entente entre le pouvoir et le gouvernement, ça sera plutôt le gouvernement qui en bénéficiera. Parce que la population aujourd'hui, elle est totalement derrière l'opposition. Faut-il organiser un simulacre d'élection où les postes posés et bien le faire? Vous savez,
ces simulacres-là ne passera pas du tout, parce que malheureusement pour eux, et bien heureusement pour le peuple, il y a encore aujourd'hui beaucoup trop de contestations sur les élections de 2018. Bien pire que ce qu'il y avait en 2011 ou en 2006. Parce qu'en 2006, c'est vrai que ça s'est terminé de la manière un peu sanglante. En 2011, il y a eu ce qu'il y a eu, c'était grave. Mais en 2018, qu'aujourd'hui l'on dise qu'il y a eu des deals, il y a eu des partages un peu sous la table, le peuple est tellement éveillé que les élections de 2023 ne seront pas comme les autres élections. Le peuple est très vigilant cette fois-ci et ça ne passera pas. Ces simulacres-là ne passera pas. Il y a Fayulu qui vous a taclé. Aucun des candidats présidents n'a la maîtrise des questions politiques, économiques, sécuritaires du pays. Il est le seul à avoir une véritable base, à traîner la foule, à être aimé et à avoir un programme, un discours qui passe. Et il a dit que certains sont des voleurs, sans doute qu'il faisait allusion à ceux qui sont devant la barre en ce moment. Vous savez, tous les candidats peuvent dire ce qu'ils veulent pour encenser leurs fanatiques ou leurs partisans. Pour parler de maîtrise de gestion, parmi tous les autres candidats, il n'y en a pas un autre. Il n'y a que Matata qui a géré ce pays et de la manière la plus efficace que possible. Les autres, ils ont été députés ou ils ont été ministres ou ils ont été gouverneurs, mais personne d'entre eux n'a géré tout le pays comme Matata Ponyo l'a fait. Fayulu a le tort de le dire. Il peut encenser ses partisans comme il le peut. C'est un partenaire politique, je ne dirais rien de négatif à son sujet. Est-ce que le LGD est prêt à accepter, à s'incliner ou accepter l'idée d'un candidat commun comme la rumeur en parle de plus en plus que les ténors, les grands, ils sont dans le processus, ils sont sur le point de désigner un candidat commun. Si ce n'est pas Matata qui est désigné, le LGD acceptera ou accepterait-il de soutenir quelqu'un d'autre? Le LGD ne va s'incliner devant rien, mais bien sûr qu'il va participer à toutes les tractations et toutes les réunions pour, si cela est souhaité, choisir un candidat commun. Moi, je ne pense pas qu'on en ait besoin, mais si ça arrivait, ce sera juste pour aider le peuple congolais à ne pas trop chercher, à ne pas trop partager les voix. Pourquoi pas? Le LGD va participer à ces tractations-là, mais s'incliner, nous n'allons pas nous incliner, non. Nous pourrons accepter. En ordre dispersé, Ce n'est pas en ordre dispersé. Moi, je ne pense pas que le président Tshisekedi soit si difficile à battre. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de bilan, vous savez. Mais s'il faudra se mettre ensemble pour que l'on puisse présenter un candidat, qu'on dira un candidat commun, pour faciliter le choix au peuple congolais, nous allons bien sûr participer à ces pourparlers-là. Dans l'Est déjà, les programmes. Dans l'Est, les Ouazalendo, les miliciens d'autodéfense qui se battent là-bas contre le M23 disent qu'on ne peut pas organiser les élections sans la population de ces coins, qu'il est important qu'on retarde les choses. C'est un discours qui ne passe pas chez vous. Vous savez, je n'ai pas tous les éléments sur qui sont vraiment ces Ouazalendo, mais si ce sont des Congolais, si ce sont entendus, ce sont des Congolais et qui veulent défendre la patrie. Moi, je leur envoie toute ma force et toute mon énergie. Vous savez, à moins que ça ne soit que ça. S'il y a autre chose dedans, nous n'avons pas des informations dans ce sens-là. Puisqu'ils sont des Congolais, ils se présentent comme tels, ils ont le droit à leur opinion. Le LGD, ce n'est pas un parti qui va imposer son opinion. Nous sommes un parti, nous sommes prêts pour les élections. Si les élections s'organisent de cette manière-là, que nous regrettons, puisque cette partie, c'est une partie entièrement congolaise, elle devrait rester congolaise. Et comme elle n'est pas congolaise au moment des élections, et que le président Tshisekedi avait déclaré, vous le savez, qu'il considérait son mandat étant un échec, puisque ça l'est maintenant, nous savons, alors nous irons aux élections pour reprendre le pouvoir et voir comment gérer ces situations-là. Mais ils ont totalement raison d'exprimer leur opinion. C'est une opinion qu'on respecte. Merci bien. Just Kassa. Charles Lebon, notre invité aujourd'hui, j'espère que vous ne vous lassez pas de nous regarder et que vous passez un bon moment de télé. Quel regard vous portez sur la gouvernance de la ville de Kinshasa? Aujourd'hui, l'Assemblée provinciale ne fonctionne plus. Les activités sont suspendues.
gouvernement et députés doivent se présenter au ministère de l'Intérieur. Et d'ailleurs, hier, il s'est raconté que certains sont arrivés aux mains. Information vite démentie par l'hôtel de ville. Quel regard vous portez sur la gestion de Gentilly et toutes ces chamailleries au niveau de l'Assemblée provinciale? C'est parce que je pense que la ville de Kinshasa a connu un manque de leadership fort. La ville de Kinshasa n'a pas été gouvernée pendant plusieurs années. Depuis que le gouverneur qui est en place, à mon avis, l'Assemblée provinciale lui a accordé beaucoup trop de temps. Peut-être pour avoir eu confiance, pour avoir attendu voir quelque chose arriver. Et l'Assemblée provinciale est dans tous ses droits en voulant chercher à obtenir du gouverneur Gentilly des comptes. C'est le rôle principal de l'Assemblée provinciale, de l'Assemblée d'obtenir des comptes du gestionnaire de la ville-province. L'état dans lequel se trouve cette province devrait nécessiter des audits et des interpellations par l'Assemblée provinciale de ce gouvernement provincial, je ne sais pas, tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Je trouve inacceptable. Je pense même. Le président lui-même avait dit à la première conférence des gouverneurs que le gouverneur allait être audité. Est-ce que vous ne sentez tous les 3 mois? Vous ne sentez pas que le président de la République soit totalement fâché contre le gouverneur de Kinshasa? Ça se voit. Hein. Il n'est pas content. C'est pour ça qu'il est allé au Lualaba. C'est pour ça qu'il est allé au Katanga, pour trouver un semblant de gestion de gouvernance dans ces provinces-là, parce qu'ils n'en trouvent pas à Kinshasa. Simplement. Et ça se voit. Et je pense que si le gouverneur Ngobila n'est toujours gouverneur aujourd'hui, c'est parce que malheureusement pour le Congo, son adjoint est un Kassaïen. Excusez-moi de le dire. On a peur, comme vous les Congolais, nous les Congolais, nous voulons voir le tribalisme partout. On dit, ben voilà, si on faisait partie Ngobila, qui sera gouverneur? Ce sera Jean-Koko Mulumba, c'est un Kassaïen. Poyi, qui est président de l'Assemblée provinciale, c'est un Kassaïen. Le président de la République est un Kassaïen. Oh, donc voilà, il faut un peu garder Ngobila. J'ai entendu un de ses lieutenants dire dans une télévision, on organiserait les élections, même si on n'a plus de temps. Dans une télévision, hein, il y a un de ses lieutenants qui disait, oh, Ngobila, c'était leur jeu qu'ils sont en train de jouer. Moi, je ne crois pas au tribalisme, je crois plutôt à la compétence. Et Matata Pognon nous dit toujours qu'il n'a d'attribut que la compétence. Le gouverneur Ngobila n'a pas de bilan à présenter, à mon sens. L'Assemblée provinciale a tout le droit de chercher à le contrôler, et je pense que le ministère de l'Intérieur ne devrait pas s'en mêler, il devrait plutôt laisser à l'Assemblée provinciale tous ses pouvoirs de contrôler ce gouvernement, et ils ont bien le droit. Pour aujourd'hui, on a fini. Jess Kassa, Charles Lebon, regardez la caméra. Peut-être que vous avez un autre sujet sur lequel vous auriez bien voulu qu'on revienne et qu'on n'a pas évoqué malheureusement dans l'émission. Si on a tout dit, adressez-vous à la population. Passez votre message de fin, du moins pour aujourd'hui. Écoutez, moi j'ai confiance aux Congolais. Moi je pense que les Congolais sont aujourd'hui aguerris politiquement. Ils sont attachés à la démocratie et attachés à leur pouvoir de vote. Attachés au fait qu'ils veulent avoir un mot à dire sur cette gestion des 5 ans passés. C'était une gestion importante pour l'avenir du Congo. Aujourd'hui, le Congolais fera mieux de voir qui a le meilleur programme. Nous pensons que le LGD en détienne le meilleur. Regardez le programme, parce que nous avons le qu'est-ce qu'il faut faire, le que faire et le comment faire. C'est dans ça que se cache le secret des dieux. Comment arriver à développer ce pays? Nous allons présenter notre programme puisqu'il est le meilleur et vous verrez, vous ferez votre choix. Merci bien d'être venu vers nous. Nos portes vous restent ouvertes. Revenez quand vous le pouvez. Merci, M. KMB. Merci à vous. C'était Jess Kassa, Charles Lebon, sociologue et cadre LGD. Vous n'êtes pas candidat vous-même? Oui, je suis candidat, bien sûr, à Tchela. À Tchela, dans le Congo central. Bien sûr. Allez, vous allez devoir vous battre avec le modéron Tsimba, je crois, c'est bien. Non, il n'y a rien là-bas. Son coin aussi. Oh, non. Ancien ministre de Relations avec le Parlement. Voilà. Merci bien, merci au public, à vous qui avez pris le temps de nous regarder, on espère bien, avec délectation. Continuez à faire preuve de courage chaque fois que vous le pouvez. Battez-vous pour vaincre votre peur
et quand c'est possible, reprenez de l'espoir. On ne le dira jamais assez, un monde sans espoir devient irrespirable. Bonsoir.